Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour ce featuring. J'adore dire featuring, ça fait très américain. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Jordan. On va aborder un thème qui est l'alimentation intuitive. Au cas où vous ne l'auriez pas vu passer sur ma chaîne, il y a eu pas mal de vidéos sur ce sujet-là que je vous recommande d'aller voir avant d'aller voir cette vidéo. Et on va parler donc de la sèche, oui, de la sèche aussi, mais de l'alimentation intuitive au sein du bodybuilding. Donc, on va parler de comment passer d'une alimentation plus ou moins contrôlée à une alimentation plus intuitive, les effets bénéfiques de celle-ci, est-ce que la sèche est efficace, pour qui elle est conseillée et est-ce compatible avec une compétition. Donc, j'arrête de parler, je laisse Jordan se présenter et après on aborde les questions. Bonjour à tous. Moi, c'est Jordan Belunjoli. Donc, je suis passionné par la culture physique. Il y en a peut-être quelques-uns qui me connaissent. Sinon, c'est vrai que je suis principalement actif sur Instagram. Et pourquoi le thème de l'alimentation intuitive? Parce que c'est quelque chose que naturellement, j'ai été amené à mettre en avant au sein de mon alimentation ces dernières années, après quelques années de pratique avec une alimentation un peu plus stricte, mais on va y revenir. Et c'est vrai que du coup, c'est venu assez naturellement et je trouvais que c'était super intéressant de pouvoir échanger avec Claudia sur le sujet dans un aspect un peu plus compétition, le lien avec justement le culturisme ou la culture physique, l'axe de progression également. Et voilà, donc moi après, au niveau de mon métier, je suis diététicien, donc c'est vrai que de base, je suis très intéressé par l'alimentation et j'ai un axe de réflexion qui m'a été appris. Bon, c'est pas forcément les meilleurs, c'est discutable, mais autour de cela. Et ça permet d'avoir justement une approche un peu plus, entre guillemets, scientifique et également cette approche un peu plus intuitive et de pouvoir faire le lien entre les deux. Ok, super. Donc toi, ça fait combien de temps à peu près que tu es un petit peu dans la musculation et le bodybuilding? J'ai commencé il y a 6 ans à être très sérieux au niveau de mes entraînements et D'accord. de mon alimentation. Alors très sérieux, ça ne veut pas forcément dire les bonnes choses, mais en tout cas à me dire je vais faire tout ce qui me semble être bien. Mhm. Après, bien entendu, comme tout le monde, je pense qu'avec les années, on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient Tout à probablement fait. des erreurs. Mais voilà, vu que la passion y est et la volonté aussi, dans tous les cas, on progresse et puis on apprend de nos erreurs également. Donc ouais, 6 C'est ans sûr. maintenant. D'accord. Et ta première compétition, c'était il y a combien de temps? C'était l'année dernière, donc il y a du coup un peu plus d'un an et demi maintenant, c'était 2018. J'ai fait les 2 saisons de compétition. J'avais fait mars-avril et après j'avais fait fin d'année 2018 également, donc vers septembre-octobre. Et après j'ai D'accord. eu une dernière session de compétition cette année. Enfin, j'ai refait les 2 périodes encore cette année. Donc c'est vrai que sur les 2 dernières années, la Mhm. 2018 et 2019, j'ai été pas mal actif sur les scènes de compétition. Oui, on a pu le voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux où tu partages tout. Voilà, tu es un athlète naturel et tu montres beaucoup de ta préparation, enfin de tes entraînements, de ce que tu manges aussi. Et tu as peut-être une approche qui est un peu différente de ce qu'on peut voir au sein du bodybuilding, que ce soit au niveau du posing qu'au niveau de ton style de vie et de ton alimentation. Euh, Comment, du coup, tu es passé à cet aliment, enfin, toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans une alimentation intuitive ou plus contrôlée? Comment ça se passe? Alors, en fait, je vais dire que je suis dans un entre-deux. D'accord. Si tu veux, j'ai été plus ou moins dans une alimentation intuitive au final sur le début de mes premières années de bodybuilding et de Mhm. pratiques sportives un peu intenses. Parce que voilà, je mangeais simplement à ma faim en me disant il faut que je mange beaucoup de viande et beaucoup de choses assez protéinées. Après, j'ai eu un second temps, une seconde période où je me suis dit, OK, maintenant, tu vas rien laisser au hasard parce que tu veux une progression optimale. Donc, tu vas tout faire à la réglette. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs Mhm. années aussi, ce qui a marché honnêtement. Et après, naturellement, sur ces dernières années, j'ai ressenti, alors je ne vais pas dire un dégoût, mais tout au moins, j'avais besoin de prendre une certaine distance avec toute cette réglette. Tu vois, avec de la calorie Mhm. comptée, un nombre de Ouais. protéines très précis. D'ailleurs, entre-temps, j'ai fait mes études de diététicien aussi, et puis c'est vrai qu'ils nous amènent des réflexions aussi en disant attention, tout ce qui est
comportement un petit peu trop brisé sur tout ça, orthorexie, ça peut être néfaste. Et c'est vrai que c'est là où j'ai ouvert un peu les yeux là-dessus aussi. Et puis c'est vrai que là, il y a eu une période fin d'année dernière où j'ai eu besoin de prendre du recul et je me suis rendu compte qu'en fait, d'aller plutôt au ressenti, ça ne m'a pas empêché de progresser. Et ça a terminé que sur cette dernière période de compétition donc, qui a eu lieu en novembre, je me suis dit, OK, ma préparation, cette fois, je la fais à l'intuition. Je n'ai pas mesuré une calorie, si ce n'est 2 semaines et demie avant ma compétition, je crois. Donc sur 12 ou 15 semaines, c'est rien. Et ceux qui ont déjà fait de la compétition, ils vont se dire, il est malade, quoi. Ouais, d'ailleurs, on mettra les photos pour montrer ce que ça a donné. Mais du coup, ouais, ça a été plutôt quelque chose de bénéfique pour toi, surtout que tu as eu une lassitude de compter les calories. Enfin, tu en as eu un peu marre. Puis tu t'es aussi dit, bah, à quoi ça sert? Parce que, est-ce que la plupart de tes repas, je suppose quand même, ils se ressemblent aussi de jour en jour? Après, j'ai beaucoup de variations, honnêtement, au niveau de mes aliments. Mais par contre, je vais avoir une structure relativement similaire. Par exemple, moi, je suis de l'équipe qui mange des œufs le matin. Donc, si tu veux, je vais avoir 20 000 façons de faire mes œufs, mais j'ai toujours mes œufs le matin. Donc, c'est vrai que ça, là-dessus, je ne vais pas avoir de grosses variations parce que c'est plus une habitude qui est ancrée maintenant depuis des années et un plaisir également. C'est mêlé. Après, ça ne se ressemble pas forcément. Je vais tourner sur pas mal de sources de glucides en fonction de mes envies. Et si tu veux, je pense que ce qui m'a permis aussi de tenir, entre guillemets, avec quelque chose de très mesuré pendant des années, c'est que même si je mesurais, j'ai jamais consommé toujours la même chose en fait. C'est-à-dire que je faisais mes équivalences, j'ai un plan d'équivalence glucidique, et après je tournais sur toutes les. En fait, j'avais envie d'une source, je me disais, oh tiens, j'ai bien envie de me faire peut-être des pommes de terre ce soir, et ben bam, je sais que j'avais besoin de tant de glucides, donc après je faisais par rapport à mon poids de pommes de terre. Donc si tu veux, j'étais pas sur quelque chose qui est de toute façon, je pense, complètement inutile de se dire tous les jours je mange du riz, parce que ça, c'est pas tenable. Ouais, c'est aussi ce qu'on voit fréquemment, enfin du coup, parce que c'est ce qu'on disait un petit peu avec Ilenia l'autre jour. Comme la sèche, par exemple, c'est quelque chose qui s'est plutôt démocratisé. Tout le monde pourrait donner sa définition, mais une définition qui n'est pas forcément la bonne, entre guillemets, d'un repas en sèche. On va entendre, oui, poulet, brocoli tous les jours, puis on supprime rapidement, enfin, les glucides, on les diminue, puis on finit par les supprimer. Il y a plusieurs approches qui sont différentes et il y a des choses qui ne sont pas toujours bénéfiques à la santé mentale et physique également. Du coup, toi, au niveau bénéfices psychologiques et même physiques, qu'est-ce que tu en as ressenti de cette alimentation intuitive durant cette préparation? Alors, le gros gain, il a été en fait psychologique parce que ça m'a permis de retrouver goût et retrouver un certain plaisir à tout ça. Parce que j'étais dans une phase où j'ai accumulé beaucoup de compétitions à la suite. En fait, j'ai fait toutes les saisons et je commençais à en avoir marre de cette restriction et de prendre un peu de recul en me disant j'y vais plus ou moins au feeling. Je sais qu'il faut que je sois à une définition optimale pour telle date. Donc, du coup, je vais faire en sorte de laisser mon corps cramer les excès, de être mesuré dans mon alimentation. Mais par contre, je n'ai pas envie de m'embêter à regarder exactement la calorie et j'ai envie de psychologiquement me concentrer sur autre chose. Donc, j'ai préféré utiliser plutôt de la visualisation en me disant je me vois à tel instant, dans telles conditions, plutôt que de capturer mon esprit sur là, il faut 1950 calories, etc. Déjà, j'ai jamais vraiment fonctionné autant précis avec les calories, mais là, je me suis dit, ça va être l'occasion d'essayer de prendre encore un peu plus de recul vis-à-vis de ça, et du coup, beaucoup moins de stress, entre guillemets, par rapport à ces calculs. Et si tu veux, j'avais pas peur, je rentrais de l'entraînement, je sentais que j'étais un peu plus fatigué que d'habitude. Sur mon plan précédent, je me serais dit, ah ouais, mais là, je me suis mis tant de calories, je vais pas monter. Alors que là, non, au contraire, si jamais je sentais que j'étais fatigué, que j'avais peut-être un peu de douleur aux articulations, j'allais peut-être manger un peu plus de gras et autres, ou monter un peu plus mes glucides. Et au final, il n'y a pas eu d'impact négatif sur ma définition et ma phase de sèche. Donc c'est là où j'ai bien compris qu'en fait, quand il y a des messages qu'on arrive à identifier sur notre corps, ils sont pas là pour rien, quoi. C'est vrai, et c'est en fait toute cette charge mentale liée à l'alimentation qu'on a au sein d'une sèche ou même maintenant, même des gens qui ne font pas de sèche, qui souhaitent simplement faire un rééquilibrage alimentaire comme ils appellent ça, ils vont se mettre à compter leurs calories, mais ils se rendent pas compte de la charge mentale que ça peut avoir et l'impact du stress que ça peut avoir. Et toi, en fait, en préparation, du coup, ça a été forcément bénéfique parce que toute cette énergie, tu l'as focalisée sur des choses qui avaient plus d'importance. Parce que tu t'es fait confiance sur l'alimentation, tu sais que voilà, tu sais où ça va te mener. Et du coup, voilà, t'en as eu tous les bénéfices. Après, on peut parler, je crois que
tu as plusieurs bodybuilders connus qui, je pense que déjà à la base le bodybuilding, enfin je sais pas, il y avait pas MyFitnessPal quoi, les mecs ils faisaient ça intuitivement, tu vois. Non, tout à Donc fait. est-ce que tu aurais des modèles de ce genre à nous parler au sein du bodybuilding? Voilà, c'est vrai que là, pour le coup, ça, c'est assez sympa parce que ça fait le lien justement avec vraiment ma vision pour le coup de la culture physique et du bodybuilding, où moi, je suis plutôt passionné par les débuts, les prémices, puis une période qui est déjà pas jeune, dans les années 50, 60, même 70, où ils avaient des connaissances en alimentation qui étaient vraiment, alors elles n'étaient pas nulles, mais elles avaient rien à voir avec ce que Oui, l'on fait sachant que actuellement. la nutrition, c'est quand même une science qui est déjà très jeune. Donc, on imagine que dans ces années-là, c'était quand même, voilà. Exactement. Et puis en plus, ils avaient totalement notion sur le fait qu'ils avaient besoin de plus de protéines ou un peu moins de calories pour sécher, par exemple. Mais ils poussaient pas le bouchon plus que ça parce qu'ils en ressentaient pas le besoin ou l'utilité. Et ils affichaient des conditions qui sont pour moi exceptionnelles. Bon, bien sûr, il y avait déjà des drogues anabolisantes à l'époque, mais la question, ça n'a rien à voir parce que même on se dit si quelqu'un est sous anabolisant, il va avoir besoin d'une nutrition encore plus précise pour être optimale sur sa condition. Et là, moi, c'est vrai que ce qui m'avait mis la puce à l'oreille il y a quelques années, c'est une vidéo d'un athlète qui s'appelle Shawn Ray, qui est, si tu pourras l'afficher ou le mettre, bien sûr, on mettra des photos. C'est probablement une des conditions les plus exceptionnelles qu'il y ait eu dans le bodybuilding, et je pèse mes mots. En fait, il présente une journée de son alimentation à quelques semaines d'une compétition qui s'appelle Mister Olympia, donc la compétition la plus célèbre en fait. Il montre tous ses repas. Et en fait, là, il explique, il dit voilà, là j'ai ça, j'ai des pommes de terre et autres. Et là, il dit mais j'ai aucune idée du nombre calorique que j'ai et j'ai jamais compté mes calories de ma carrière de bodybuilder en fait. Et là, je me suis dit le mec est à un niveau le plus exceptionnel qui soit et il a une relation à ça qui est, je trouve, et je trouve toujours, et je trouvais à l'époque, ultra saine en fait. Et il n'avait jamais pris, il prenait pas de compléments particuliers de vitamines ou autre. Bon, bien entendu, il était sous anabolisant, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, quelqu'un qui a un tel niveau, qui en plus a une aide à côté, il aurait besoin justement d'être en vitamines et dans tout. Et c'est pas forcément obligatoire. Et lui, il a pu le démontrer. Et là, je me suis dit, peut-être que je peux prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça. Et ça a pas, ça a marché en tout cas pour moi. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, voilà, toi, la sèche, vu que tu as fait les deux, tu as ressenti qu'elle était tout aussi efficace lorsque tu as expérimenté cette alimentation intuitive. Alors, oui et non, disons qu'elle a été plus efficace sur le côté mental. En revanche, j'ai pas eu une condition aussi définie que j'ai pu avoir en début d'année, mais là, c'est moi qui ai fait des erreurs aussi, c'est parce que j'ai été un peu laxiste, entre guillemets, et des fois, il y a des moments où j'aurais dû me mettre des coups de collier, mais en fait, j'y suis allé tellement à la one again, je me suis dit, oh, c'est bon, mon corps, il gère, mais je suis encore dans une phase d'apprentissage avec moi-même et avec mon corps, et je sais que là, il y a certaines choses où il va falloir que je sois un peu plus cohérent et où en fait je m'y prenne plus à l'avance parce que pour la petite histoire, je rentrais des États-Unis un mois et demi, même pas avant la compétition et je me disais mais ça va et tout et puis en fait j'étais un peu en retard, j'aurais dû m'y prendre plus à l'avance quoi. Mais honnêtement, je suis confiant sur le fait de pouvoir atteindre un niveau de définition optimale avec cette approche-là sans souci. D'accord, après c'est bien d'avoir trouvé justement là où il y a eu les failles et c'est déjà, tu as déjà testé, tous les athlètes n'auraient pas osé se lancer dans une prépa avec une alimentation intuitive. Comme tu disais tout à l'heure, ils vont m'entendre, ils vont dire que je suis fou. Il y en a plein qui se feraient pas confiance, même pas une seule journée ou un seul repas, alors que finalement, ils savent très bien ce qu'ils mangent. Maintenant, ils voient même plus des aliments, ils voient des chiffres. Ils seraient capables, eux, de dire, sans même prendre leur application pour compter les calories, ils seraient capables de dire combien ça fait ce qu'ils ont dans l'assiette. Ouais, tout à fait. Après, on crée une sorte de... Alors, c'est pas une addiction, mais on crée un lien fort à la balance et à la calorie. Et ça, c'est pas forcément agréable et sain en soi. Et je comprends que ça arrive parce que moi, je l'ai vécu également. Et
Après, j'ai ressenti par moi-même le besoin de m'en éloigner parce que justement, avec cette explosion du fitness, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore tout ça, le bodybuilding. Nous, on était les seuls de la vingtaine et quelques années après, ça s'est mis à exploser. Toutes les salles qu'on voit maintenant, qui sont les salles où tout le monde va, elles n'existaient pas avant. Et c'est vrai que sur ces quelques années, tout s'est transformé et du coup, tout le monde est arrivé avec ses calories, ces choses-là et autres. Et puis c'est là où en fait, même moi, dans le cadre de ma profession et où je fais également des suivis de sportifs, en fait, j'ai vu qu'à chaque fois, je récupérais des personnes qui avaient une approche avec des coachs ou tout seul, avec un lien avec la calorie, avec soit un fitnesspal ou autre très fort, il y avait un dégoût qui devenait très fort au point qu'ils n'avaient plus envie de tout ça, ils avaient en fait envie de tout quitter. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'on en arrive à avoir une pensée où en fait on est obligé de passer par là si on veut progresser, si on veut sécher, et on est obligé de s'infliger plus ou moins un calvaire parce que les gens le vivent comme ça, et ça alors que c'est pas le bon message en fait, le message c'est pas du tout ça. On peut très bien avoir une condition, alors même sans aller chercher la compétition, progresser, avoir une excellente condition tout en ayant une alimentation qui nous plaît et une alimentation saine à côté qui psychologiquement ne nous met pas un impact négatif, quoi. C'est vrai que c'est important à préciser. Il n'y a pas si longtemps que ça, comme tu disais, toutes ces choses-là n'existaient pas. Et finalement, on arrivait aussi à perdre du poids, perdre du gras, que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde ou pour un athlète de compétition. Et finalement, on pense qu'aujourd'hui, ça nous facilite la vie, alors que ça nous enferme peut-être dans d'autres problèmes psychologiques. Et c'est peut-être là où ça a ses limites. Donc, du coup, toi, à qui tu conseillerais cette alimentation intuitive ? Alors, je pense que l'alimentation intuitive, pour le coup, c'est quelque chose où il faut avoir une certaine relation avec son corps, et cette relation avec son corps, elle nécessite de l'expérience. Je pense que instinctivement, c'est quelque chose que l'on doit conseiller, mais il faut que la personne se sente plus ou moins prête ou prêt à pouvoir essayer de le mettre en place. Et je pense qu'un axe intéressant, c'est de commencer avec juste quelques journées, par exemple, dans une semaine, où on se dit, voilà, je me laisse le bénéfice du doute de me dire, je ne sais pas exactement combien de calories j'ai, mais je reste attentif à voir comment mon corps réagit. J'essaie de me dégager un petit peu de cet aspect psychologique autour de ça et je vois comment je réagis. Après, comme on en discutait, je ne pense pas que ce soit quelque chose à mettre en place dès le début, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas une relation qui est majoritairement saine avec l'alimentation. On est particulièrement perturbé. Enfin, je dis nous, je parle de la population en général, et de ce que l'on peut voir. Donc, on n'est plus vraiment à l'écoute des signaux de notre corps depuis déjà très longtemps, je pense. Et l'alimentation intuitive, c'est aussi apprendre à s'écouter. Et je pense que c'est quelque chose qui s'applique partout. C'est-à-dire que moi, maintenant, je l'applique pour les sensations à l'entraînement. Je l'applique dans ma vie au quotidien quand je ressens une certaine surcharge de stress pour des choses que je suis en train de faire. Et en fait, ça devient quelque chose d'assez global où l'alimentation vient également se greffer. Ça crée un équilibre pour soi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, mais qui nécessite déjà de prendre un peu de recul par rapport à toute cette société dans laquelle on vit, où on nous a appris à travailler avec des chiffres, et c'est pas forcément simple non plus, ça je le conçois. C'est vrai, et oui, tout est une question de contexte et aussi du passé de la personne et de ce qu'elle traverse même actuellement. Est-ce que cette personne ne souffre pas de troubles du comportement alimentaire? C'est vrai que c'est pas simple si cette personne compte tout à la calorie près. Moi, j'ai eu des clientes comme ça qui avaient du mal du coup à se débarrasser du comptage de calories, alors que voilà, je leur disais avant comment tu faisais. Avant, je comptais pas, j'allais très bien, mais aujourd'hui, je n'y arrive plus. Donc, c'est compliqué du jour au lendemain de lui dire t'arrêtes tout, tu comptes plus. Donc, ce qu'il faut faire, comme tu dis, c'est se donner par exemple une journée. Ou moi, ce que je conseillais aussi, c'est de faire par exemple un repas ou 2 repas sans compter les calories. Et il y a quelque chose qui me vient aussi comme ça, c'est peut-être, on a eu la diète flexible, c'est quelque chose aussi qui s'est démocratisé, qui s'est développé. Est-ce que du coup la diète flexible, n'aurait pas développé ce fait de compter les calories? Est-ce que je peux manger ça si ça rentre dans mes macros? Voilà. Ouais. Alors, je pense que ça a développé ça aussi. Alors bon,
la diète flexible, c'est quelque chose. Alors bon, je voudrais pas être critique, mais si tu veux, en fait, pour moi, c'est juste l'alimentation qui a toujours été depuis toujours. C'est-à-dire que c'est une question d'équilibre. Quand on a envie de se faire plaisir, on se fait plaisir. Si tu veux, il n'y a rien d'inventé là-dedans, il n'y a rien de nouveau, en fait. C'est juste mettre des mots sur quelque chose qui a toujours existé et qui est le principe de base d'une alimentation saine, psychologiquement et physiquement. Après, je trouve ça intéressant de le remettre un peu au goût de la mode et du jour en disant ouais, en fait, c'est ça, c'est la diète flexible. Bon, c'est vrai qu'en soi, ça a toujours été ça, mais voilà, de pouvoir le véhiculer de cette manière-là, bon, pourquoi pas, et au moins si ça peut permettre aux gens de redécouvrir ça, pourquoi pas, mais comme tu dis, c'est pas qu'une histoire de calories non plus, et c'était les grosses bêtises qu'on voyait avec Fitnesspal à l'époque, c'est que les gars, ils trouvaient que, je me souviens quand je regardais des athlètes quand j'étais plus jeune, il leur restait 400 calories, alors les gars, ils étaient en train de chercher dans les paquets de bonbons, bon ben là, si j'en prends 50 grammes, j'ai mes 400 calories, et voilà. C'est ça. C'est pas l'approche la meilleure, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, c'est une autre vision, c'est un autre sujet. Donc, du coup, la dernière question que j'avais notée, c'est est-ce compatible avec une compétition? Donc, tu as plus ou moins répondu, mais est-ce que toi, par la suite, tu penses refaire tes compétitions de la sorte? Tu m'as dit que tu étais un peu entre deux. Tout à fait. En fait, je pense que je vais presque appliquer quelque chose de mixte dans mon cas personnel, mais ça va être à voir en fonction de mon ressenti. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre facteur qui rentre en compte, et ça, beaucoup de compétiteurs l'ont, et je pense que c'est peu importe le sport, c'est-à-dire qu'il y a aussi la relation avec le fait de savoir qu'on est strict avec soi-même, et ça, psychologiquement, ça permet aussi de se sentir prêt. Et l'erreur que j'ai pu déceler, parce que moi je suis quelqu'un de très pragmatique, je remets pas mal les choses en question, je fais des petites analyses, tu vois. Et en fait, après ma compétition, je me suis dit, je suis arrivé, ma condition était sympa, elle aurait pu être mieux, mais là je sais où j'ai fait quelques erreurs. Mais par contre, psychologiquement, j'avais pas forcément l'œil du tigre à 400%, tu vois. Et du coup, de savoir que tu as un plan qui est très très précis, si tu arrives à ne pas ancrer une sorte de dégoût et quelque chose de malfaisant au niveau psychologique, ça peut aussi te permettre de te sentir vraiment prêt psychologiquement, à te dire que tu sais que ton programme il est réglé, il est fait comme une horloge, et du coup tu arrives un peu comme une bête, tu vois, où tu te dis je vais tout libérer. Donc il y a aussi cet aspect-là, parce que là du coup je suis arrivé, alors je vais pas dire les mains dans les poches, hein, j'étais très concentré, j'ai appliqué différentes techniques de visualisation et autres, mais j'ai pas eu cette sensation de force interne que j'avais pu avoir sur une autre période où j'avais été un peu plus strict vis-à-vis de tout ça. Donc je pense que je vais vraiment rester sur une approche mixte, et j'ai assez confiance sur le fait que au fur et à mesure du temps, en tout cas je crois totalement dans l'écoute de soi, l'écoute de son corps, et je pense que le corps c'est un peu comme la conduite, si tu veux. Je trouve que c'est une métaphore assez sympa. Au début on est là, mais il faut embrayer en même temps qu'on passe une vitesse, il faut regarder les rétros, comment on fait, puis après au bout d'un moment tout se fait tout seul, et c'est une prolongation de soi, on fait même plus attention. Et je pense que l'alimentation et les réactions de notre corps à tout ça, c'est pareil. Et il n'y a rien de mieux pour apprendre que d'essayer de se rendre compte. Par contre, c'est vrai qu'il faut savoir sortir aussi et prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et pour rebondir, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit à la question d'avant, mais je pense que des périodes qu'on va appeler hors saison, c'est des périodes qui peuvent être intéressantes pour justement tester ce type d'alimentation et voir comment notre corps réagit à cela. Bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, en opérant une alimentation uniquement intuitive, tu as eu un petit peu l'impression... T'as pas eu ce truc qu'on a pour les sportifs de haut niveau ou autres, de se dire voilà, j'ai rien laissé au hasard, je peux y aller à fond. T'as eu un peu ce sentiment, peut-être cette frustration de dire peut-être j'ai laissé certaines choses au hasard et je vais pas être au top. C'est ça en gros. Ouais, en fait, psychologiquement, je me suis rendu compte que c'était plus difficile à gérer, mais ça, c'est typique, de toute façon, c'est typique du sportif, entre guillemets, de haut niveau, même si je m'estime pas être un sportif de haut niveau, mais en tout cas, c'est cette catégorie-là, c'est typique de cette catégorie-là. Je pense que tu connais la chose en plus, pour le coup. Et du coup, il y a aussi cette relation-là, c'est un peu comme l'entraînement, si tu veux. On sait très bien que l'entraînement, aller chercher des excès, aller à l'échec tout le temps, c'est pas ce qui est le plus utile pour la progression. Pourtant, sur l'axe du dépassement de soi et de savoir qu'on a tout donné, bah peut-être qu'on va progresser autant, alors que physiologiquement c'est pas logique, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a toujours cet équilibre là à comprendre, qui est propre à chacun. En revanche, je pense que si j'arrive à travailler mieux ma psychologie par rapport à ça, je pourrais me concentrer et trouver des moyens d'avoir autrement la rage, entre guillemets, si je puis dire, tout en ayant une alimentation qui sera très intuitive. D'accord, super. De toute façon, après, c'est toujours, comme tu le disais et que tu le rappelais, c'est très bien. En testant, aussi, chaque personne va réagir différemment, que ce soit physiquement ou psychologiquement.
On peut pas en fait le faire à la place des gens. On peut pas apporter en disant voilà, fais ça, c'est le mieux, ça a marché sur machin, ça a marché sur moi ou sur 100 personnes, ça va marcher sur toi. Il faut tester et justement le fait de tester, on apprend aussi à se faire confiance et c'est extrêmement important dans ce genre de situation. Exactement, et je pense que les gens doivent apprendre, et nous les premiers, à se faire confiance et à retrouver cette confiance en soi-même. Et quelque part, c'est ce que je peux un peu critiquer vis-à-vis des coachs et autres, même si nous, on en fait partie, parce que Mhm. souvent, moi, ce que je dénote, c'est qu'en fait, la démarche n'est pas forcément la bonne, parce que nous, on doit juste être en fait donner des clés et après c'est pas nous qui ouvrons les portes en C'est fait, vrai, c'est vraiment la personne de prendre cette initiative là et d'écouter aussi son ressenti tout en étant guidé. Et c'est vrai que quand on voit que les gens, ils sont à la recherche de ça d'ailleurs, hein. Ils veulent quelque chose de tout fait, tout prêt, exactement précis, ils n'ont plus c'est rien à vrai. penser, plus rien à faire, juste à suivre. Mais ça, ben, c'est typique de ce qui va créer après de la frustration. Et Ça quand ils sont éduque lâchés, pas, ouais. quand ils se retrouvent tout seuls, ils savent plus quoi faire, quoi. Donc C'est vrai. ça, c'est quelque chose que je peux critiquer. Et je pense que justement, moi, j'apprécie de voir des personnes comme toi qui sont en plus qui ont une visibilité, qui ont une démarche super saine et qui sont dans la remise en question, dans la réflexion. Lui, Mhm. il est exactement comme ça. C'est pour ça que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi. Et je trouve qu'on a beaucoup à gagner d'avoir des gens comme vous pour nous guider et justement pour pouvoir aider les gens à savoir se trouver un peu, à donner des clés, donner des idées et à guider, mais sans faire le travail à leur place. Parce C'est que ça, il faut pas être feignant, il faut savoir se remettre en question, il faut faire le travail soi-même. Et c'est comme tout en fait. Et c'est vrai que ça, tous ces exactement. coachs-là, c'est pas pareil, Mm. c'est très nouveau. Si tu veux, les gars comme Arnold et autres à l'époque, les grands bodybuilders, quand j'ai vu des reportages d'eux, c'est assez intéressant. Ils disaient mais des coachs, mais ça sort d'où en fait? Nous, on n'a jamais eu besoin de coach. C'est En fait, on ça, avait des training partners et on s'auto-boostait entre nous, mais on faisait le travail aussi par nous-mêmes. Et du coup, ça crée une certaine dépendance c'est qui vrai. peut être financièrement intéressant pour les coachs, mais qui est malsaine parce que la relation, elle n'est plus aussi bonne et vertueuse qu'elle devrait l'être. En effet, Bon, après, ça reste du coaching, hein. voilà, et après, pourtant, je crois totalement dans les capacités. Enfin, moi, je connais beaucoup de coachs et autres qui sont exceptionnels, et t'en fais partie, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi le dark side, tu vois, et ça, je Ouais. regrette parce que je suis certain que c'est délétère. Et c'est vrai que Mhm. des fois, moi, je me retrouve avec des personnes qui ont été pendant longtemps avec des coachs où au final la relation elle devenait presque perverse. C'est Ouais. incroyable. Et du coup, on se retrouve avec des gens justement qui ont des comportements troublés sur leur alimentation. Et après, il y a un travail de fond à faire derrière qui est long et compliqué. C'est vrai qu'on on en récupère régulièrement des personnes comme ça qui ben, finalement se disent même je ne suis pas capable de faire les choses seule. Je ne suis pas Exactement. capable de mettre un coup de pied aux fesses. J'ai besoin que comme le voilà et j'ai besoin qu'on me dise ce que je vais manger. Que alors j'ai souvent refusé des plans alimentaires tout définis, genre qu'est-ce que tu manges à telle heure, etc. Parce que on éduque des personnes avec des choses qu'on a expérimentées. On ne détient pas la vérité parce qu'il n'y en a pas qu'une seule en plus. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, il faut tester. Chaque personne est différente. Et donc du coup, c'est aux personnes de faire ce choix-là. Et c'est pas à nous de dire non, tu devrais plutôt faire ça. Ou nous, on apporte les connaissances en fait. C'est la personne, elle en fait ce qu'elle veut. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Ouais, et Mais puis comme tu disais, ce qui est sympa, c'est que même avec l'expertise la plus poussée du monde, on ne Mhm. sera jamais aussi apte que la propre personne à se ressentir et à savoir ce qui va Exactement. marcher le mieux pour elle, en fait. Et ça, et à partir du moment où les gens comprennent ça, bah, c'est génial, en fait, parce que c'est aussi là qu'on voit que, comme on pouvait parler avant, quand ils n'avaient pas toutes ces connaissances, bah, ils travaillaient principalement au ressenti. Et Mhm. justement, s'il y avait des axes de progression aussi faramineux, c'est parce que bah, il n'y a pas de vérité unique et ils étaient capables de ressentir ce qui fonctionnait le mieux pour eux ou et l'axe de progression était tout aussi bon que maintenant, peut-être même meilleur parce que moi c'est ce que je critique au bodybuilding actuel, c'est que c'est de plus en plus rare de trouver des tels physiques comme on pouvait voir il y a 30 ou Ouais. 40 ans alors qu'on avait moins de connaissances, quoi. C'est vrai que les physiques ont extrêmement changé. Le bodybuilding de l'époque, celui que tu apprécies. Enfin, moi, j'ai pu m'en rendre compte grâce à toi parce que j'ai pas spécialement regardé à quoi ressemblaient les fascies lorsque j'ai fait les études, notamment Bayesian Bodybuilding. On avait pas mal d'images d'anciens bodybuilders. C'est vrai que les physiques n'ont plus rien à voir. Et puis, même l'approche du bodybuilding n'est plus du tout la même.
Ouais, C'est ça c'est comme sûr, ça et aussi. elle est réellement différente. Et il y avait vraiment une approche un peu plus fun avant. Maintenant, on a l'impression que c'est principalement des contraintes et que pour être C'est vrai. bodybuilder, il faut être isolé socialement, il faut manger toujours la même chose. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est démocratisé depuis 10 ans et c'est très triste parce que c'est pas Mhm. l'image qui devrait être transmise. Et en tout cas, voilà, moi, c'est pas ce dont en quoi je crois et j'ai pas envie de transmettre ça justement. J'ai envie de partager d'autres valeurs qui ressemblent plus à ce qui, moi, m'a attiré dans ce sport à la base. D'accord. Et justement, j'aimerais te poser une dernière question, ou plutôt quelque chose que tu conseillerais Mmh. à un jeune bodybuilder ou même bodybuildeuse en herbe ou quelqu'un qui aimerait se lancer dans cette discipline. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, enfin, des erreurs que toi tu as pu faire au début que tu ne referais pas si demain tu devais recommencer à zéro? Oula, ça c'est une question intéressante. Tu sais, c'est marrant parce qu'en plus, on n'en avait même pas parlé. J'y pensais ce matin. Je me disais, tiens, si jamais on devait faire un truc genre quelles erreurs tu as fait au début, eh ben, j'ai envie de dire que j'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que je pense que la première chose à faire et ce qu'on doit tous faire, c'est se lancer. Et Tout pour à se fait. lancer, on n'a pas besoin d'être parfait partout. On n'a pas besoin d'avoir les Mhm. connaissances en fait, parce que ce qui nous fait tenir, c'est pas les connaissances. Ce qui nous fait tenir, c'est le fait d'apprécier ça, c'est la passion qu'on peut créer autour de ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas tout connaître sur le bout des doigts et de ne pas faire les choses Mhm. parfaitement. Il faut juste créer une relation saine et surtout apprendre à apprécier ça. Parce que ce qui va vous faire tenir et ce qui nous fait progresser, ce n'est pas le fait d'avoir la connaissance, c'est la passion, c'est le fait d'avoir cette motivation, de la nourrir. Ça se nourrit, hein, ça se travaille, la Tout à motivation. fait. Et ce qui fait qu'il y a un dépassement, ce qui va vous pousser à regarder cette vidéo, à regarder quelque chose, un texte sur l'alimentation ou autre, c'est justement cette passion, c'est cette envie de Tout à fait. progresser et ça vient du cœur. Donc, il faut se lancer. Il faut trouver pourquoi on fait ça, il faut trouver le but et je pense qu'il faut trouver la vision globale du futur. Il faut se projeter, il faut être capable de savoir vers quoi on a envie de tendre et vers quoi on a envie d'aller. Et moi, je crois vraiment dans tout cet aspect psychologique et après, le reste suivra par lui-même de toute façon. Super. Mindset, parfait. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre Jordan sur Instagram et sur YouTube notamment. Il partage également son mindset qui est très, très intéressant et qu'on voit assez rarement dans le monde du bodybuilding. Bonne réponse. Enfin, bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais elle est satisfaisante en tout cas, je trouve. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, pas spécialement. Écoute, en tout cas, moi je trouve ça intéressant de se pencher et que tu te penches autour de cette alimentation intuitive. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et Tout ne à fait. serait-ce un petit peu comme le travail de la diète flexible, ne serait-ce que relancer l'idée, comme tu participes à le faire. Je pense que les gens vont pouvoir se poser la question. Et puis en tout cas, pour ceux qui écoutent ce petit podcast, ben, n'ayez pas peur de franchir le pas Tout à et fait. pas forcément que sur l'alimentation, mais voilà, laissez plus de place à votre ressenti et à votre justement le lien avec l'esprit et le corps. Et puis vous verrez que vous serez probablement agréablement surpris de pouvoir vous faire confiance au final. Exactement. Tester, se faire confiance et développer tout ça, c'est ça. Et être passionné aussi, parce que c'est la passion qui nous emmène à justement à découvrir de nouvelles choses, à chercher de nouvelles connaissances et justement progresser. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Ben, merci beaucoup à toi de ce featuring. N'hésitez pas à poser des questions à Jordan dans les commentaires ou aller l'embêter un petit peu sur ses réseaux sociaux. Il vous répondra, j'en suis sûre. Il a intérêt, quand je l'ai dit. J'ai plus le choix. Donc, merci à toi et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous retrouve à très bientôt et je vous envoie des good vibes. Good vibes à toi, Jordan. Salut.